Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche à 15 h. Hommage et recueillement à Annecy, 3 jours après l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés, dont 4 enfants. Une cérémonie de soutien aux victimes a eu lieu ce matin. Nous serons sur place dans ce journal avec Anne-Sophie Varmont. Et puis on parlera aussi de l'enquête. L'assaillant a été placé en cellule anti-suicide. On va en parler avec Mélanie Bertrand. 9 blessés, dont 3 en urgence absolue. Un mariage qui tourne mal à Cléry-Saint-André, dans le Loiret, où un véhicule a percuté des invités devant la mairie. Les premières investigations écartent pour l'instant l'hypothèse d'un acte intentionnel. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les menaces continuent à Saint-Brévin. La nouvelle maire qui a pris la suite de Yannick Morez, qui avait dû démissionner, a elle aussi été ciblée par des opposants, notamment d'extrême droite. Les tensions dans cette ville de Loire-Atlantique ne retombent pas. L'heure est au recueillement à Annecy, 3 jours après l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés. Un rassemblement citoyen a eu lieu ce matin sur les lieux du drame en soutien aux victimes. Une fresque a été offerte par la ville. Anne-Sophie Varmont, vous êtes sur place pour BFM TV, une cérémonie pleine d'émotions, Anne-Sophie. Oui, tout à fait, car vous l'imaginez, l'émotion est toujours vive à Annecy. Une cérémonie où il y avait beaucoup d'Annéciens qui étaient venus pour commémorer, penser ensemble aux enfants. Et là, nous sommes devant ce parc où a eu lieu l'attaque et vous voyez qu'il y a toujours énormément de jouets, de bougies, de fleurs qui sont déposées pour penser aux enfants. Et à chaque fois, ce que nous disaient les habitants que l'on croisait, c'est surtout que l'excellente nouvelle, c'est qu'a priori, l'état des enfants était actuellement stabilisé. Je vous laisse d'ailleurs écouter quelques Annéciens au micro de Simon Pierres. C'est important de ne pas être indifférent à tout ce qui se passe. Et dans un monde où l'individualité prime, les personnes de notre génération en ont souvent conscience. C'est réconfortant de voir autant de monde se rassembler pour une bonne action. C'était important dans le sens où tout le monde semblait uni, qu'il y avait une solidarité, de voir que les gens ne vont pas oublier. C'est une atrocité, on peut le qualifier de plein de choses, donc c'était important pour moi d'être ici. Je suis annécienne, je suis une maman, je suis une mamie, donc voilà. Évidemment, tout le monde est touché par cette histoire. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est heureusement qu'ils sont tous sauvés, quoi. Vous avez entendu cette émotion toujours très vive. Et outre ces ballons, ces jouets qui ont été déposés, qui vraiment sont très importants pour tous les Annéciens pour montrer leur solidarité, eh bien je vous rappelle aussi que la mairie a installé des recueils en mairie et aussi dans d'autres locaux de la ville pour que les habitants puissent mettre des petits mots et montrer leur solidarité aux familles qui ont été touchées. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont avec Benjamin Danan en direct d'Annecy et de ce parc du Paquier pour BFM TV. Alors quelle réponse apporter à cette attaque? C'est l'autre question qui se pose. Écoutez la réponse du maire d'Annecy. Il est intervenu lors d'un discours pendant cet hommage. Si je m'adresse à vous en tant que maire de notre ville, je viens aussi vous parler en tant que père de famille, en tant qu'être humain qui, tout comme vous, est horrifié et meurtri par cette attaque. Votre inquiétude, je la ressens, je la partage. Annecy est aujourd'hui une famille et quand on touche aux membres d'une famille, tous les autres sont impactés, touchés. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité, par la communion et par l'espoir. Ces mots-là, nous devons les faire vivre, les défendre à tout prix. Nous sommes en direct avec Farida Amiour. Bonjour, merci d'être avec nous, psychologue clinicienne. En quoi ces hommages sont-ils importants? Alors, ils sont importants parce qu'ils permettent d'ancrer l'événement traumatique, de considérer et de sanctuariser un peu ce qui s'est passé ce tragique mercredi matin. Et ça, c'est dans la réparation, dans l'évolution, dans le parcours de résilience psychique de chacun. Ça va inscrire quelque chose, d'une légitimité et d'une reconnaissance de ce qui a été vécu ce matin-là. Comment est-ce qu'on peut espérer reprendre une vie un temps soit peu normale après avoir vécu un tel choc? Alors, reprendre une vie normale dans le psychotrauma, il y a toujours un avant, un après. L'essentiel, c'est que ces personnes-là, les témoins directs, les enfants victimes, leurs proches, c'est qu'ils bénéficient d'un suivi, d'un soutien psychologique pour qu'ils puissent aller raconter leur histoire, leur vécu, parce que là, on est maintenant à distance de l'événement, on est à quelques jours, donc on n'est plus sur une phase de débriefing que d'échocage psychique.
Et ça, c'est important. Il y a encore actuellement les cellules d'urgence médico-psychologique qui sont sur place et qui peuvent à tout moment recevoir les témoins, les proches, les familles, toute personne qui a besoin de déposer une parole, d'être écoutée, d'être reçue. Et ça, c'est très important. On a beaucoup parlé des primo-intervenants, notamment l'homme au sac à dos, Henri, qui est intervenu pour limiter et contraindre l'auteur dans son entreprise macabre. Et ça, c'est important que même les primo-intervenants soient aussi accompagnés et soutenus si tant est qu'ils en ressentent le besoin, même à distance. Parce que parfois, on peut être témoin de quelque chose, ne rien ressentir, et quelques semaines, quelques mois après, il peut avoir une résurgence. Des enfants ont été victimes, des enfants ont été témoins également. Les mots, on imagine, ne sont pas les mêmes, que ce soit des enfants ou des adultes. Comment on explique ce qui s'est passé? Comment on accompagne des enfants après ce genre de drame? Alors ça, c'est très important, c'est une vraie question parce qu'effectivement, ce qu'un adulte va pouvoir psychiser, élaborer, mettre en récit, l'enfant ne va pas forcément pouvoir. Moi, j'ai fait la partie de la cellule d'urgence médico-psychologique à Nice lors du tragique attentat du mois de juillet 2016 et on avait beaucoup d'enfants à la CUMP, à l'antenne de l'hôpital Pasteur. Et donc, les enfants, on va surtout passer par le jeu. Par le dessin. Et moi, j'avais par exemple un enfant qui prenait un camion et un Playmobil et qui sans arrêt, ce qu'on appelle les jeux répétitifs, répétait la scène. Et là, du coup, notre rôle, ça va être de mettre en narration. Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire d'aller au rythme psychique de l'enfant en fonction de son âge, en fonction de son développement psycho-affectif, de ce qu'il a retenu, de ce qu'il a vu. Et en tout cas, autoriser la parole et utiliser des mots simples. C'est-à-dire d'éviter les métaphores, les euphémisations, il est parti au ciel, il est mort. Non, c'est vraiment de dire ce qui s'est passé, mais à la vitesse de l'enfant, selon comment il réagit au moment où on l'a en face de nous, et de lui permettre d'exprimer par le jeu, par le dessin, ce qu'il a vécu. Donc effectivement, c'est des méthodes différentes. Merci beaucoup Farida Amiour, psychologue clinicienne, de nous avoir apporté votre expertise cet après-midi. Mélanie Bertrand, journaliste au service police-justice de BFM TV. On le rappelle, l'assaillant, lui, a été mis en examen hier. Il est en détention provisoire actuellement donc, dans le centre pénitentiaire d'Éton, en Savoie. Et il a été placé dans une cellule individuelle à l'isolement, mais une cellule anti-suicide. De quoi s'agit-il? Exactement, c'est une cellule qui est ultra sécurisée et qui est dénuée de tout objet, de tout élément qui pourrait faciliter un passage à l'acte, un suicide. Généralement, dans ce genre de cellules, pour vous donner quelques exemples, il y a des matelas anti-feu. Il y a également des draps et des couvertures qui sont indéchirables. Le détenu porte sur lui un pyjama en papier à usage unique. Tout cela est fait pour éviter la pendaison, notamment. Il est donc pour l'instant incarcéré dans ce type de cellule. On ne sait pas encore pour combien de temps. Une cellule qui dispose aussi, d'après nos informations, de caméras de vidéosurveillance. Ça veut dire qu'il est surveillé 24 heures sur 24 et qu'il y a des rondes très fréquentes, notamment la nuit. Vous le disiez, un détenu qui est bien sûr placé à l'isolement parce que cette affaire dont il est soupçonné, pour laquelle il est mis en examen, a eu une énorme couverture médiatique. Donc il faut le protéger des autres détenus parce que le but, bien sûr, c'est qu'il puisse comparaître à un procès un jour s'il est accessible à une sanction pénale. Et donc tout est fait pour qu'il soit surveillé le plus rapproché possible. Et pour l'instant, Mélanie, il ne parle pas. Il n'a pas parlé pendant les 48 heures de sa garde à vue, une garde à vue que la procureure l'a expliqué hier à d'Annecy lors de sa conférence de presse. Très compliqué, il se roulait par terre, il refusait de sortir de la cellule. On a vu cette image quand il sort du commissariat pour être déféré devant un juge. Les policiers sont obligés de le sangler sur une chaise pour l'extraire du commissariat. Il a aussi gardé le silence pendant sa présentation à un juge. Tout ce que l'on sait, c'est que pendant sa garde à vue, il se roulait par terre. Il aurait évoqué peut-être des messages, le nom de Dieu, etc. La procureure a dit, parce que bien sûr qu'on a besoin d'éléments de compréhension, la procureure a dit que d'après des témoins, au moment du passage à l'acte, au moment des faits, il aurait parlé de sa femme, de sa fille et il aurait prononcé le nom de Jésus-Christ. C'est donc maintenant un temps long qui commence avec 2 juges d'instruction qui vont le réentendre à plusieurs reprises pour tenter de comprendre, tenter qu'il y en ait, les raisons du mobile de son passage à l'acte. Merci beaucoup Mélanie. Et ce témoignage à présent qu'on vous propose, c'est celui d'une femme. Elle a accueilli l'assaillant en bas de chez elle pendant plusieurs mois. Il n'avait, selon elle, jamais posé de problème. Marie, vous avez connu cet homme, cet assaillant. Racontez-nous comment est-ce que vous l'avez rencontré. Alors, il logeait en bas de chez nous, dans le hall de l'immeuble, depuis un petit peu avant Noël, il me semble.
Et c'est vrai que quand on l'a vu, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On est tous des êtres humains et l'hiver à Annecy est froid et glacial. Et on a décidé de le laisser loger en bas de chez nous. Et c'était un réfugié syrien, effectivement. Il avait ses habitudes, il était calme, poli, propre sur lui, se brossait les dents tous les soirs. Il était juste en bas de chez nous et les enfants jouaient à ses pieds tous les jours. Ils le frôlaient parfois. C'est incompréhensible, il était courtois, il nous disait bonjour. Il venait toujours à peu près à la même heure. Et le matin, quand j'emmenais mes enfants à l'école, il était déjà parti par, je pense, par pur gêne aussi, parce qu'il ne voulait pas nous gêner, parce qu'il était dans l'entrée, on avait les poussettes. Et donc tous les matins avant 8h, il était déjà plus là. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre? Il était très mystérieux, secret, il ne parlait pas beaucoup. La veille du drame, je l'ai vu, je l'ai encore croisé en bas, ma fille l'a frôlé, parce qu'elle jouait juste à côté de lui. Il n'a pas eu de geste brusque. Je lui ai dit bonjour, mais il ne m'a pas répondu cette fois. C'est tout. Ça vous surprend évidemment son passage à l'acte? Complètement. C'était pas quelqu'un de violent ni agressif. Quelqu'un, je pense, qui cherchait à s'en sortir. C'est incompréhensible, on ne comprend pas. Et surtout qu'il a côtoyé mes enfants et les enfants des voisins pendant 7 mois. Les enfants jouaient juste à côté de lui. On le croisait plusieurs fois par jour. On est bouleversés pour les familles des victimes. C'est quelqu'un qui n'a jamais manifesté d'agressivité ou de discours, des discours étonnants, discours radicaux? Jamais. Il avait une croix sur son téléphone, sur la coque de son téléphone. Et, mais il n'y a pas eu vraiment d'échange entre vous? Non, jamais. C'était bonjour, au revoir peut-être, c'est voilà, tout quoi. C'était très courtois. Et ce qui vous a étonné aussi, c'est sa propreté. C'est pas terrible de dire les choses comme ça, mais c'est un monsieur qui n'avait pas l'air d'être un SDF ordinaire, c'est ça, parce qu'il était attaché à son hygiène, à bien ranger, etc. Enfin, il faisait très attention. Oui, il était très, très ordonné. Et puis, il n'avait pas l'air instable. Il avait l'air de vouloir s'en sortir. Et donc... Ce qui me surprend, c'est que les journalistes me posent souvent la question pourquoi est-ce que vous l'avez laissé loger ici en bas de chez vous? Et moi, la question qu'on se pose, c'est comment une personne comme ça peut rester des mois dans la rue? Pourquoi des associations ne viennent pas en fait l'aider? Et c'est de comprendre pourquoi des gens comme ça sont dans la rue pendant des mois et des années. Et pourquoi il passe à l'acte? Voilà. Donc on pose aussi souvent la question est-ce que vous regrettez de l'avoir laissé dormir dans le hall de l'immeuble? Je pense que non, parce que peut-être qu'il aurait fait quelque chose de pire avant, j'en sais rien, mais... Voilà, avec nous, il a été poli, il est passé à l'acte, c'est incompréhensible. Témoignage recueilli par Mathias Tesson. Dans l'actualité également, une fillette a été tuée par arme à feu hier soir dans un pré dans le Finistère. Ça s'est passé dans le hameau de Saint-Herbault, sur la commune de Plonévez du Faou. Ses parents ont été blessés. La petite sœur aurait réussi à se réfugier dans une maison voisine. Une altercation a éclaté entre cette famille et un voisin. Le parquet de Quimper doit communiquer pour donner davantage de précisions dans l'après-midi. 15h13, direction le Loiret, à présent à Saint-Cléry-Saint-André, où une dizaine de personnes invitées à un mariage ont été renversées par un véhicule devant la mairie. Et nous sommes en direct avec le maire de la commune. Bonjour Gérard Corniac. Que s'est-il passé exactement dans votre ville? C'était hier. Hein. Alors c'était hier vers 15h. Nous avions un mariage et une voiture a quitté son axe de circulation et a bousculé 8 personnes qui étaient invitées au mariage. Quel est le bilan au niveau des blessés? Alors, le bilan que j'ai eu ce matin, c'est donc les victimes. Il n'y aurait plus qu'une victime en urgence absolue, un traumatisme crânien. Les autres, plus simples, sont des fractures. Donc, voilà, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, je dirais. Il n'y a plus d'urgence très absolue. À part donc une personne âgée, là, celle qui a le traumatisme crânien. Et pour être précis, donc ces autres personnes qui ne sont pas concernées par cette urgence absolue, dont vous disiez qu'elles sont plus légèrement blessées, elles sont au nombre de combien? Elles sont au nombre de 7. 8 blessés ont été évacués vers le centre hospitalier régional d'Orléans. Est-ce que vous en savez plus sur le conducteur de cette voiture et est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un acte qui n'est pas intentionnel? Alors, à ce stade de l'enquête, il faut rester prudent, mais on peut pratiquement dire qu'il s'agit d'un simple accident. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Quels sont les éléments qui vous font penser cela?
Alors, les enlèvements, moi, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas directeur d'enquête, mais effectivement, avec la psychose qui s'est installée ces jours derniers sur le pays, c'est un travail des enquêteurs, et là, le directeur d'enquête m'a confirmé que pour eux, il s'agit d'un simple accident. C'est un conducteur qui n'avait pas du tout de lien avec le mariage. Du tout. On ne le connaît pas. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas son identité. J'ai juste son âge. Il n'est pas alcoolisé. Quel âge il a ? Les dépistages sont négatifs. Il a 47 ou 48 ans. Et comment les personnes qui étaient présentes pour participer à ce mariage, d'où les témoins, ont-ils été peut-être pris en charge face à peut-être un choc qu'ils auraient vécu ? Alors là, oui. Effectivement, là, beaucoup de personnes sont choquées. Il y a eu une prise en charge par les services d'urgence du département. Et cette prise en charge a duré pour pratiquement jusqu'à 22h hier soir. Et pour au moins une 60aine de personnes, des invités ou des parents de la cérémonie du mariage. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en direct avec nous pour nous donner donc toutes les dernières informations. Nous indiquer donc que 8 personnes ont été blessées. Il en reste une qui est en urgence absolue pour un traumatisme crânien. Concernant le conducteur, il a été tout de suite placé en garde à vue. Et, monsieur le maire l'a évoqué, les tests stupéfiants alcool, notamment, ont été révélés négatifs. On parle également de Saint-Brévin dans l'actualité, à nouveau. La tension qui se poursuit dans cette commune de Loire-Atlantique, puisque Dorothée Pacaud vient de remplacer l'ancien maire démissionnaire Yannick Morez en tant que maire de cette commune. Et déjà, vous allez le voir, elle a été prise à partie par des opposants, notamment d'extrême droite, Camille Plaisant et Quentin Duval. À peine élue, la maire de Saint-Brévin est interpellée par des militants anti-migrants. J'espère que vous ferez une minute de silence pour les petits-enfants d'Annecy. Mais qu'est-ce que vous croyez, monsieur ? Vous ne l'avez pas faite. Vous l'avez pas faite, la minute de silence. Mais la minute de silence ne sert à rien. C'est pas ça qu'on réclame. D'accord ? Vous faites de la récupération et de l'amalgame, et c'est assez scandaleux. Au cœur de la discorde, la création dans cette commune d'un nouveau centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'ancien maire de Saint-Brévin avait subi à l'époque plusieurs menaces et violences, ce qui l'avait poussé à démissionner. Une nouvelle élection dans une ambiance tendue. Une dizaine de jeunes militants d'extrême droite ont fait irruption devant la mairie, fumigène à la main. Ils ont crié hier Annecy, demain Saint-Brévin. Très vite, les manifestants ont été évacués par les gendarmes. Pour la nouvelle édile, ce n'est pas une surprise. Je m'attendais un peu à cette entrée en matière musclée. Je m'étais préparé à ça. Donc voilà, on sait qu'il y a un contexte qui est peut-être un petit peu compliqué, mais pour autant, je suis très sereine. Les habitants de Saint-Brévin condamnent eux aussi cette manifestation. Écoutez, c'est bien dommage, parce que déjà, monsieur le maire, c'est affreux ce qui lui est arrivé. Et faire ça encore hier, c'est lamentable. On se demande ce que va devenir Saint-Brévin. Et ça va s'arrêter où exactement ? Je pense qu'on peut tous trouver une solution, tous ensemble, sans qu'il y ait besoin d'avoir ce genre de choses dans une petite ville comme celle-ci qui plus est. La nouvelle maire l'assure, les travaux de ce centre d'accueil se poursuivent. Il devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. Ligne Rouge va diffuser demain soir un moyen format sur BFM TV. Emmanuel Macron dans la tête du président réélu. Nous vous proposons à présent un extrait. Catherine Vautrin. Un déjeuner secret se tient le 12 mai dans les jardins de l'Élysée, entre Catherine Vautrin et Emmanuel Macron. Ce jour-là, tout est scellé. Les noms des ministres, le directeur de cabinet et même sa sortie de Matignon en 2024, après les Jeux Olympiques. Là, vous réfléchissez à la constitution d'un gouvernement avec le président de la République. Vous avez changé d'échelle. La première approche, c'est évidemment le perron, c'est derrière le JT de 20h qui va suivre, c'est toutes ces choses-là. Donc bien sûr. Vous avez votre costume ? Alors bien sûr, vous réfléchissez aussi. Alors c'est comme nous sommes des femmes, on évite le costume quand même. Mais pour autant, oui, ça fait aussi partie du détail. Vous avez un minimum d'organisation à mettre en place. En plus, moi, je suis pas parisienne, ça vous a pas échappé, je suis rémoise. Donc ça demande un tout petit peu de réflexion et d'organisation. Vous ne vous appartenez plus. Vous passez dans complètement autre chose. Catherine Vautrin va même rencontrer Jean Castex dans un endroit tenu secret, en plein cœur de Paris. Il y a eu une passation de pouvoir officieuse entre elle et Jean Castex le samedi
précédant la nomination du lundi, dans un appartement privé qui était le futur appartement de Jean Castex, où ils ont discuté de choses parfaitement concrètes sur la manière, les dossiers qui étaient en cours, comment il fallait les prendre, etc., etc. Le lendemain du déjeuner confidentiel, une fronde s'élève parmi les vieux fidèles du président. Vendredi 13 mai 2022, à 17h30, Christophe Castaner appelle Richard Ferrand. Ils se mettent d'accord pour faire barrage à Catherine Vautrin. Et restez avec nous dans un instant sur BFM TV. Nous reviendrons sur cette cérémonie d'hommage qui a eu lieu ce matin à Annecy. Nous ferons face ensemble, a indiqué le maire de la ville, alors que l'assaillant, lui, a été placé dans une cellule anti-suicide au centre pénitentiaire d'Éton, en Savoie. On en parle dans un instant. À tout de suite.